Numéro 3. La maison du meurtre à Los Feliz. Pour notre première liste, nous allons dans le quartier nord de Los Angeles, Los Feliz. Au 2475 Glendower Place se trouve une maison conçue par Harry E. Wiener, construite en 1925. Le premier propriétaire, Harry F. Schumacher, a acheté la maison pour 20 000 $, ce qui équivaut à un peu moins de 357 000 $ en 2024. Le premier décès dans la maison a eu lieu seulement 3 ans plus tard, le 1er juillet 1928. Florence, la femme de Harry, est morte d'une maladie cardiaque. 27 jours plus tard, Harry est décédé de pneumonie. Dans les années 50, le docteur Harold Perelson, sa femme Lillian et leurs 3 enfants ont acheté et emménagé dans la maison. Le 6 décembre 1959, vers 4h30 du matin, Harold a attaqué sa femme de 42 ans avec un marteau. Elle n'est pas morte instantanément, mais s'est noyée dans son sang confirmé plus tard. Il a ensuite agressé sa fille de 18 ans, Judy, au marteau. Judy a crié et les voisins l'ont entendu. Judy a réussi à s'enfuir et s'est rendue chez un voisin. Ils ont appelé la police. Durant les agressions, Debbie et Joel, les 2 autres enfants de Harold et Lillian, se sont réveillés. Harold leur a dit qu'il faisait un cauchemar et qu'ils devraient retourner dormir. Sachant que la police serait là bientôt, Harold a mis fin à sa vie en faisant une overdose de Numbutal, qui a probablement été combinée avec quelque chose d'autre, comme un tranquillisant ou de la codéine. Certaines versions prétendent que Harold a bu de l'acide. Quoi qu'il ait consommé, le médecin de 50 ans était mort avant l'arrivée de l'ambulance. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il a tué sa femme et a tenté de tuer sa fille. Peut-être un indice était sur sa table de nuit. Une copie de l'épopée, la Divine Comédie de Dante Alighieri, était ouverte à une page contenant le passage suivant, citation, « Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt sombre car le droit chemin avait été perdu. » Fin de citation. Les gens ont spéculé que c'était un aperçu de l'état d'esprit de Harold. Au moment du meurtre, Harold était sous beaucoup de stress. Harold était un spécialiste des injections et il avait inventé un design de seringue. Mais son partenaire a réussi à obtenir les droits dessus sans le consentement de Harold. Harold a poursuivi l'homme en justice à ce sujet. Il a gagné le procès, mais il n'a reçu que 23 956 $. En tenant compte de l'inflation, cela représente environ 258 000 $ en 2024. On pense donc que Harold était stressé financièrement. Il était tellement bouleversé qu'il a tenté de se suicider plus d'une fois. Sa femme, observant son état, voulait l'interner dans un établissement de santé mentale. Il semble que Harold ait découvert cela, et peut-être que c'était le catalyseur de ses crimes cette nuit-là. Bien qu'il soit impossible de savoir exactement ce que Harold pensait, l'événement a façonné la mythologie de la maison. Suite aux événements terrifiants de cette nuit, en 1959, Julian et Emily Enriquez ont acheté la maison lors d'une vente aux enchères en 1966. La famille Enriquez n'a jamais réellement emménagé dans la propriété. Ils l'ont principalement utilisée à des fins de stockage. Lorsqu'ils sont décédés, leur fils Rudy a hérité de la maison et il n'y a également jamais emménagé. Un aspect étrange est que la décoration et la technologie de la maison n'ont pas changé depuis les meurtres. Certaines personnes ont regardé par les fenêtres et ont vu un téléviseur de style années 1950 et cadeaux de Noël non déballés. Étrangement, la famille Perelson était juive et ne célébrait pas Noël. Toutefois, la famille Enriquez aurait pu mettre les cadeaux là. Bien que la maison ne soit pas ouverte au public, plusieurs personnes y sont entrées pour enquêter sur la possibilité d'une activité paranormale. Certaines personnes ressentent une anomalie en entrant dans la maison. D'autres ont entendu des cris. Une personne essayant de s'introduire dans la maison a dit qu'une veuve noire l'avait mordu. En raison de l'histoire de la maison et des récits anecdotiques de phénomènes paranormaux, il est facile de comprendre pourquoi la légende pourrait grandir.
La propriété a été achetée en 2016 par Lucid Bloom, qui l'a achetée pour 2,29 millions de dollars. Son objectif était de rénover entièrement la maison, mais après avoir réalisé qu'elle devrait la démolir pour être conforme aux normes, elle a décidé de la vendre. Elle a été vendue à une Limited Liability Company représentée par le président-directeur général de Lux Manor Custom Home Builders, F. E. Zelotsky, pour 2,35 millions de dollars. Donc, bien que la maison ait une histoire terrible, il semble que les gens soient toujours prêts à payer une jolie somme pour acheter la maison. Espérons que celui qui habitera la maison ensuite aura plus de chance que les précédents résidents. 2. La maison Borden. La maison au 230 Duxon Street et Fall River est considérée comme l'un des endroits les plus hantés du Massachusetts. La maison date de 1845. Elle a été initialement conçue pour 2 familles. Lorsqu'Andrew Jackson Borden a acheté la maison en 1872, il l'a transformée en maison unifamiliale. En 1892, 69, 64, 41, 32 Andrew, 69 ans, sa deuxième femme Abby, 64 ans, et ses 2 filles Emma, 41 ans, et Lizzie, 32 ans, y résidaient. La mère de Lizzie et Emma est morte en 1863, 3 ans après la naissance de Lizzie. Andrew a épousé Abby 3 ans après sa mort. Il y avait des critiques sur la relation entre Abby et Andrew, spécifiquement qu'il s'agissait d'un mariage de convenance. Elle avait la trentaine, et à l'époque, on la considérait un peu passée de son apogée pour trouver un mari. Beaucoup de gens pensent qu'Andrew, un riche président de banque et propriétaire terrien, cherchait quelqu'un pour élever ses enfants et s'occuper de sa maison. Abby cherchait probablement une vie meilleure. Malgré sa richesse, Andrew était incroyablement économe. Une des manifestations de son économie était qu'il ne laissait personne jeter de la nourriture, même si la nourriture était gâtée. Il devait manger de la nourriture gâtée. De plus, la maison n'avait pas de plomberie intérieure, ce qui était courant dans les maisons des gens riches de l'époque. Andrew considérait les arts comme une perte de temps, il n'a donc pas permis à sa famille de s'y adonner. Emma et Lizzie, même adultes, vivaient dans un environnement très strict. Ni Emma ni Lizzie ne se sont jamais mariés. Certains disent que les hommes étaient effrayés par leur père. Les sœurs n'aimaient pas du tout leur belle-mère. En fin de compte, Emma et Lizzie étaient malheureuses dans leur vie familiale. Le 4 août 1892, 69, 64, 41, 32, vers 9 heures du matin, la femme de ménage de la famille, Bridget Sullivan, que la famille appelait Maggie, Abby et Lizzie, étaient toutes à la maison. Emma était en dehors de la ville. Andrew était allé à la poste. La famille attendait une visite du frère de la défunte épouse d'Andrew. Abby préparait une chambre pour lui quand elle a été frappée 19 fois à l'arrière de la tête avec une hache. Andrew est rentré et s'est installé sur le canapé. Il a ensuite été frappé 11 fois à la tête avec une hache. Lizzie a été immédiatement soupçonnée. Elle a affirmé son innocence et dit avoir trouvé son père mort. Elle a trouvé la bonne et lui a demandé d'aller chercher un médecin. La police a remarqué que Lizzie semblait calme, sauf lorsqu'il parlait d'Abby comme de sa mère. Lizzie a répondu « Ce n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère ». Elle a informé la police qu'elle portait une autre robe avant leur venue, mais suite à un accident de peinture, elle l'a brûlée. La police a trouvé son comportement suspect. Elle avait aussi un mobile et l'opportunité. Elle n'aimait pas sa belle-mère et pourrait avoir été fatiguée de vivre sous les règles de son père. Elle était aussi dans la maison quand les meurtres ont eu lieu. Lizzie a été arrêtée et inculpée de meurtre. Lizzie Borden a été jugée en juin 1893. Le procès a duré 10 jours et elle a été reconnue non coupable. On pense qu'elle a été acquittée parce qu'il n'y avait pas de preuves physiques ou de témoins. Bien qu'elle ait peut-être été acquittée, beaucoup de gens croient que Lizzie a tué son père et sa belle-mère. Cependant, tous ne sont pas convaincus que Lizzie est l'assassin. Il y a aussi la possibilité qu'elle n'ait pas agi seule.
Un autre suspect était un homme nommé William qui est apparu peu de temps avant le meurtre et a prétendu être le fils illégitime d'Andrew. Andrew a prévu d'apporter des modifications à son testament. Il allait tout laisser à la famille d'Abby et à une œuvre de bienfaisance et ne rien laisser à ses enfants. Certaines personnes croient que William et Lizzie se sont associés pour commettre les meurtres avant que les modifications ne soient apportées. Il est également possible que William ait commis les meurtres lui-même. 8 ans après le procès, William a eu des problèmes de santé mentale et s'est suicidé. Une autre suspecte possible, ou quelqu'un qui aurait pu en savoir plus qu'elle ne l'a dit à la police, était la femme de ménage, Maggie Sullivan. Des années plus tard, Maggie croyait être à l'article de la mort. Elle a invité son amie à la voir. Les personnes avec elle pensaient qu'elle allait lui dire quelque chose sur les meurtres. Mais au moment où son amie est arrivée, la santé de Maggie s'était améliorée et elle n'a rien avoué. Maggie a toujours soutenu que même si elle était dans la maison lorsque les meurtres ont été commis, elle n'a rien vu ni entendu. Elle prétendait qu'elle faisait une pause dans sa chambre. Beaucoup de gens trouvaient cela étrange. Après les meurtres, elle a déménagé au Montana, ce qui a éveillé les soupçons des gens. Ils pensaient qu'elle fuyait peut-être quelque chose. Elle vivait avec le salaire d'une femme de ménage. Où a-t-elle obtenu l'argent pour faire un tel mouvement? Après le procès de Lizzie, Lizzie et Emma ont emménagé dans une nouvelle maison à Fall River qu'elles ont appelée Maplecroft. Finalement, les sœurs Borden se sont brouillées. Sans l'influence et les restrictions de son père, Lizzie s'est intéressée aux arts. Elle a invité des artistes à séjourner chez elle. Emma partageait l'opinion de son père concernant les arts et n'aimait pas que les artistes séjournent chez eux. Emma a déménagé au New Hampshire. Lizzie est décédée à Maplecroft le 1er juin 1927 de pneumonie à l'âge de 66 ans. Sa sœur de 76 ans, Emma, est décédée 9 jours plus tard, le 10 juin 1927, d'une maladie rénale. La maison du meurtre au 230 Duxon Street a été vendue à une famille en 1918. En 1996, devenue une chambre d'hôte, les récits d'activités paranormales ont commencé à surgir. Les gens ont signalé des lumières qui clignotent, des portes qui s'ouvrent toutes seules, le bruit des enfants qui rient et l'odeur des fleurs. Les gens disent qu'une sensation générale d'étrangeté persiste dans la maison. Il y a eu des rapports de figures flottantes qui se promènent, et les gens ont dit que des êtres invisibles les touchent. Des silhouettes d'ombre rôdent également autour de la maison. Les gens ont entendu des bruits de pas et des voix, alors que personne n'est aux alentours. La police croit que les fantômes ne sont pas seulement Andrew et Abby qui ont été assassinés là-bas, mais aussi Maggie et Lizzie. Apparemment, Andrew est agacé d'être mort et semble continuer ses affaires comme d'habitude en vaquant à ses activités quotidiennes habituelles. Il apprécie les visites et a été connu pour répondre aux questions via un appareil électronique de la voix phénomène. Andrew valorise toujours autant l'argent, si bien qu'il ne vous dérangera pas si vous laissez un peu d'argent sur la commode de sa chambre. D'après l'aura fantomatique d'Abby, on pense qu'elle regrette grandement son mariage avec Andrew. On entend parfois le fantôme d'Abby pleurer. Le sentiment que les gens ont du fantôme de Maggie est qu'elle regrette de ne pas avoir avoué ce qu'elle savait. Certaines personnes l'ont même entendu sur un appareil électronique de la voix phénomène dire « Madame, venez vite ». Ils pensent qu'elle revit le jour du meurtre. Il semble que son fantôme nettoie toujours. Les gens ont vu le fantôme de Lizzie cacher des preuves, s'assurant que tout ce qui peut la relier au meurtre ne voit pas le jour, même après toutes ces années. On a aussi rapporté avoir entendu des pleurs près de la chambre de Lizzie. Les gens ont spéculé qu'il y a 2 raisons possibles pour lesquelles son fantôme pleure. La première est qu'elle est remplie de remords. La deuxième est qu'elle est tellement bouleversée d'être coincée dans la maison avec son père et sa belle-mère qu'elle détestait tellement qu'elle les a hachés à mort avec une hache. Lizzie Spector est également vue dans la maison où elle a vécu après le meurtre, Maplecroft. Néanmoins, Lizzie pourrait avoir une bonne raison de rester. Après son acquittement, beaucoup de personnes dans sa communauté croyaient toujours qu'elle était coupable.
Pourtant, elle n'a pas quitté Fall River, elle a simplement déménagé dans une autre maison. Lizzie croyait que finalement la vérité éclaterait et que son nom serait lavé. Peut-être que c'est pour cela qu'elle reste encore, même après la mort. Après les meurtres, Lizzie a changé son nom pour Lisbeth. Certains chasseurs de fantômes prétendent avoir parlé à Lizzie lorsqu'ils l'ont appelée Lisbeth. Ils ont eu des conversations complètes avec elle grâce à un appareil électronique de la voix phénomène. Il semble donc que tous ceux impliqués dans les meurtres de ce jour-là sont, dans une certaine mesure, restés sur place et essaient de continuer leur vie. Enfin, il y a un chat fantôme. Un chat a été tué la veille du double meurtre. Les gens ont signalé que le chat semble satisfait. Numéro 1. La maison de la mort. Au 14 ouest Dixième rue à New York se trouve un immeuble d'appartements qui était autrefois une maison de ville individuelle. Il a été construit dans les années 1850. Le bâtiment de 4 étages est devenu un immeuble d'appartements multifamilial en 1937. Il est considéré comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. En plus d'être une maison hantée bien connue, plusieurs personnes notables y ont vécu. L'une des premières locataires de la maison était Mary Barman Johnston. Elle était la femme de James Barman Johnston, un membre fondateur du Metropolitan Underground Railroad et du Broadway Underground Railroad, entre autres. Elle y a emménagé dans les années 1880 avec ses filles après la mort de son mari. En 1897, Fred H. Andrew, un cycliste pro, possédait la maison. Il a percuté un enfant avec son vélo et a cassé la jambe de l'enfant. Il a été arrêté pour cet incident. De 1900 à 1901, un écrivain nommé Samuel Langhorne Clemens a vécu dans la maison. Il était plus célèbre sous son nom de plume, Mark Twain. C'était une période particulièrement stressante dans la carrière de Twain. Bien qu'il ait été incroyablement réussi à cette période, il faisait face à des problèmes financiers et à la dépression. Il avait également du mal à terminer son travail. Twain n'était pas un grand croyant en les fantômes, mais il a raconté une étrange rencontre qu'il a vécue pendant qu'il y vivait. Il a dit qu'il avait vu un morceau de bois flotter dans la maison. Il a dit qu'il avait tiré dessus et puis il a saigné. Il a supposé qu'un rat déplaçait probablement le bois, sans en être certain. Mark Twain n'est pas mort à cette adresse. Il est mort en 1910 à Reading, Connecticut, mais son fantôme est revenu à la maison malgré cela. Certaines personnes ont signalé l'avoir vu au premier étage, près des escaliers. Une mère et sa fille qui ont emménagé à cette adresse dans les années 1930 ont déclaré avoir vu le fantôme de Mark Twain assis près d'une fenêtre. Il aurait dit, je cite, « Mon nom est Clemens et j'ai un problème ici que je dois régler. » Fin de citation. Et puis il a disparu. Les gens pensent que le problème qu'il devait régler était sa dette due à des problèmes financiers pendant qu'il vivait dans la maison. Donc, même si Mark Twain n'est pas mort là-bas, il semble qu'il avait des affaires inachevées là-bas. L'écrivaine et actrice off-Broadway Jane Bryant Bartell a emménagé dans la maison en 1957. Les récits varient sur la personne avec qui elle vivait. Certains disent que c'était son mari et d'autres disent que c'était sa fille. Quoi qu'il en soit, c'était après que cela ait été transformé en appartement pour plusieurs familles et ils vivaient au dernier étage. Cette zone avait auparavant été un quartier de serviteurs. Bartell a signalé avoir vu une ombre monstrueuse en mouvement. Elle a dit que de la nourriture qu'ils n'avaient pas achetée apparaissait sur la table et qu'elle était pourrie. Ils ignoraient comment la nourriture est arrivée là. Ils ont également signalé que leurs animaux de compagnie semblaient s'énerver contre quelque chose que personne ne pouvait voir. Martel a dit qu'elle pouvait sentir des mains toucher son cou et ses cheveux et a vu un homme qu'elle a décrit comme, je cite, « une substance sans substance, froide, humide, diaphane comme des guimauves ou un nuage d'éther. » Elle, je pouvais sentir mes doigts gelés aux extrémités. Ils étaient engourdis et pourtant ils fourmillaient. Dans la fraction de seconde entre le contact et le recul, l'odeur est arrivée, fragile et langoureuse, et douce, insupportablement douce jusqu'à la moelle. Tous ces événements ont conduit Martel à engager un médium pour voir ce qui se passait.
Le médium lui a dit que des personnes étaient enterrées sous le bâtiment et que leurs esprits hantaient le bâtiment. Le médium croyait que 22 fantômes hantaient le bâtiment. L'un des fantômes était un bébé qui avait été avorté parce que la femme enceinte du bébé avait perdu son mari pendant la guerre civile. Elle luttait contre la dépression et était délirante. Il y avait aussi les esprits d'une dame en blanc, d'un enfant et d'un chat. Martel était intriguée, ou peut-être était-elle simplement perturbée par ses expériences dans la maison. Elle a néanmoins développé ses capacités psychiques. Elle a écrit un livre sur les hantises et le développement de ses capacités psychiques intitulé Spindrift, Spray from a Psychic Sea. Toutefois, Bartel n'a pas vu la publication de son manuscrit. Jean Brian Bartel est décédé mystérieusement en juin 1973 à l'âge de 51 ans. Certains rapports disent qu'elle est morte d'une crise cardiaque, d'autres disent qu'elle s'est suicidée. À l'automne 1987, un avocat pénaliste nommé Joel Steinberg vivait dans l'immeuble. Il a emménagé dans la maison où sa petite amie avait un Nussbaum. Ils avaient 2 enfants avec eux. L'une était une fille de 6 ans qu'ils avaient adoptée illégalement. Le 1er novembre 1987, Steinberg était sous l'effet de la cocaïne. Il a battu sa petite amie et la petite fille de 6 ans qu'ils avaient adoptée illégalement, Lisa. Nussbaum a réussi à contacter la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le corps sans vie de Lisa et l'autre enfant, Mitchell, attaché à un parc à jeux. Nussbaum a survécu, mais tragiquement, Lisa, 6 ans, est morte de ses blessures. Steinberg a été condamné à une peine de prison de 8,5 à 25 ans. Il a purgé 17 ans et a été libéré en 2004. Il n'a jamais exprimé de remords pour ses actes et a nié toute faute. Les gens croient que le fantôme de Lisa hante l'étage où elle a été assassinée. Les lumières clignotent et les gens voient des ombres étranges. Ils perçoivent aussi des pleurs quand ils sont seuls. Que pensez-vous de ces maisons? Habiteriez-vous une maison où un meurtre a eu lieu? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour une nouvelle vidéo paranormale chaque semaine. Si vous découvrez notre chaîne, consultez aussi notre autre chaîne sur les affaires mystérieuses avec plus de 325 vidéos de crimes étranges mais vrais sur youtube.com ou dans la description. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues appelé Criminally Listed Proposing to the Killing sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. Vous.